Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, dans ce podcast il ne s'agit ni de thérapie, ni de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager des informations et des outils pour que tu puisses aller mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie que tu sois là, j'espère que tu vas bien et j'ai enfin de nouveau un invité pour cet épisode. J'ai invité Jonas Philippe et on a vraiment passé un bon moment ensemble à échanger autour des addictions, autour de l'accompagnement, autour de plein de sujets passionnants. Et j'espère que tu vas trouver de l'inspiration dans ce qui va venir. Jonas est hypnologue, donc il travaille avec de l'hypnose et il s'est spécialisé sur les addictions. Il était infirmier pendant des années dans des services d'oncologie, de psychiatrie et dans un XAPA. Un XAPA, c'est un centre de soins spécialisé autour des addictions. Il a travaillé avec des artistes, notamment avec des danseurs, qu'il a amené dans un état modifié de conscience. Il s'était formé à la médecine traditionnelle chinoise et depuis quelques mois, il est directeur de l'antenne à Bordeaux de l'Arche, de l'école d'hypnose Arche, et il est formateur en hypnose à Bordeaux. Dans cette interview, on va parler pas mal de magie. Jonas a l'impression de partager de la magie avec son travail et franchement, moi j'ai l'impression d'avoir vécu un moment magique en échangeant avec lui et il a une façon de parler qui met direct en hypnose, en transe, vous allez voir, avec sa façon de parler, avec sa façon d'être et avec sa voix. Personnellement, j'ai plané encore pendant quelques heures après notre interview. Alors, je ne sais pas si c'est juste notre échange ou si c'est aussi le fait que je revenais du voyage hypnotique, mais vous allez voir qu'il a une façon de parler qui transporte. Et on va parler de la façon dont il a travaillé avec les addictions en utilisant l'hypnose, d'abord dans un centre qui était spécialisé pour les addictions, sa façon d'intégrer l'hypnose dans le travail avec l'équipe. Il va nous parler des avantages et des limites de travailler en équipe et de travailler en libéral dans son propre cabinet. On va aborder l'importance de la pluridisciplinarité, l'importance d'avoir recours à plusieurs disciplines, plusieurs différentes façons d'accompagner dans un processus de travail sur soi ou tout simplement pour sortir d'une situation compliquée, par exemple avec des addictions. On va parler de ce que le tarif que je suis prête à dépenser pour un accompagnement dit sur la valeur que je me donne. Jonas va nous parler du chemin qu'on parcourt quand on vit une addiction et quand on a envie d'en sortir. Et il nous parle aussi de où et comment l'hypnose peut être un outil pour nous aider dans ce processus. On va parler des notions de conscience, l'inconscience, comment mettre en place des changements. Et on va aborder les mots accueillir, accompagner, le fait que c'est tellement important que quelqu'un croit en nous quand on veut réaliser quelque chose et l'importance d'être considéré en tant que personne et non jugé. Et Jonas va nous partager une réflexion, une question sur laquelle vous pouvez revenir si vous avez une addiction ou un comportement qui vous gêne. Il nous amène dans une belle réflexion que vous pouvez amener même après avoir écouté ce podcast et laisser tourner dans votre tête. Et si ça se trouve, ça va vous amener dans un début de changement. Et avec tout ça dit, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter cet échange et c'est parti pour l'épisode.
Bonjour, bienvenue. Je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir avec moi Jonas Philippe, qui est plein de choses, qui a l'air être un très beau personnage, qui est hypnotiseur, qui était infirmier pendant plusieurs années, si j'ai bien compris, en addicto, mais aussi en oncologie, en psychiatrie. Tu as fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et je suis vraiment, vraiment ravie de pouvoir échanger, partager un bon moment avec toi. Bienvenue, Jonas. Merci beaucoup, Olivia. Ça me fait très très plaisir de passer ce moment aussi avec toi. J'avais hâte d'y être. Du coup, je suis très très content. Cool, moi aussi. Moi aussi. J'aime bien commencer les entretiens avec une question qui me vient comme ça quand je pense à la personne. Et ça fait plonger direct dedans. On Hmm. verra. Si le Jonas qui avait 10 ans, s'il pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? Ah, intéressant. Ah, j'aime beaucoup cette idée du plongeon direct. Si Jonas qui avait 10 ans me voyait, il me dirait, dis donc, t'as des cheveux longs, déjà. Euh, et je pense que s'il voyait là où j'en étais, il me dirait qu'il est fier d'avoir trouvé un moyen de partager la magie qu'on voyait dans le monde. Je pense qu'il y aurait ça. Et qui aurait envie d'aller encore plus, d'explorer encore plus ce chemin-là, de voir ce qu'il peut y avoir de magique dans les états modifiés de conscience, dans l'hypnose. Euh, ouais, je pense qu'il me dirait de pousser encore plus et de lui De montrer jusqu'où pousser on peut un... aller. Ouais, Oh, wow, de pousser encore plus et de lui ouais. montrer jusqu'où on peut aller. Wow, du coup, il y a un truc qui me revient que j'ai oublié de dire parce que toi, tu as l'air être attiré aussi par l'art, c'est ça? Mhm. Tu es allé explorer des différents états modifiés de conscience avec des danseurs. Oui. J'ai juste vu une vidéo qui est hyper touchante et le petit Jonas aurait envie d'aller explorer encore plus. Ouais, je pense que le mois de 10 ans, il avait cette envie et que j'ai encore, de croquer le monde, d'aller découvrir plein de choses. Et qui était très anxieux à l'idée de devoir choisir. Il avait envie de tout goûter. Et je pense que j'ai encore ça. Et c'est pour ça que je suis très heureux de faire de l'hypnose, parce que je trouve que l'hypnose peut aller se mêler à plein d'arts différents, que ce soit l'art de la thérapie, l'art de l'accompagnement ou de l'expression artistique. Effectivement, comme la danse, où j'ai eu la chance de pouvoir proposer un projet avec une chorégraphe qui mêlait hypnose, apprentissage de la danse, expression de soi à travers l'état modifié de conscience et ses émotions. Et c'est des moments donnés qui sont juste waouh, qui sont juste bah, magiques. Je crois que j'ai Magique, hein? beaucoup répété le mot magique. Ouais. Mm, mm. J'ai l'impression d'expérimenter, de toucher à de la magie depuis, surtout depuis que j'ai rencontré ce monde d'hypnose. Hmm. Mm, mm. Je t'ai demandé en interview parce que tu es addictologue, entre autres. Moi, je suis addictologue moi-même. Je n'ai Mhm. jamais travaillé en addicto avec de l'hypnose et je me suis demandé si ça pouvait pas être intéressant qu'on se rencontre que toi aussi, tu as travaillé longtemps dans un XAPA. Moi Mhm. aussi, XAPA, pour ceux qui connaissent pas, c'est les centres, alors, faut que je me rappelle, hein, centre de soins, accompagnement et de prévention en addictologie, c'est ça? Quelque chose. Exactement. Ça fait Oui. longtemps. Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, c'est ça. Exact. Mm, mm. Mais par contre, je suis pas addictologue, je suis pas le statut d'addictologue. Moi, je suis juste effectivement infirmier. J'ai eu la chance d'être hypnologue dans des services d'addicto. OK. Donc, on pourrait dire que j'ai vraiment, c'est surtout de l'expérience que j'ai dedans, plutôt qu'un diplôme. Mhm. Et ça veut dire que tu as travaillé avec des addictions en tant qu'infirmier spécialisé avant d'être hypnologue? Non, Ah, tu as toujours travaillé avec l'hypnose. oui. Ok. En fait, pour la petite histoire, en fait, il y a de ça 5 ans, je pense qu'on est en 2017.
J'ai rencontré déjà l'hypnose depuis un an et demi, quelque chose comme ça, un peu plus. Et je suis en train de me dire, je vais peut-être changer de métier. Je vais arrêter infirmier pour faire que de l'hypnose. Et alors, je me propose de me dire, tiens, je me fais un dernier été à faire de l'intérim, essayer des dernières missions infirmiers pour vérifier s'il n'y a pas encore un endroit qui me plaît. C'est là où j'arrive en addictologie. Et donc j'arrive en addictologie, mais déjà avec ce bagage hypno et déjà avec cette volonté de faire que de l'hypnose. Et il s'avère qu'ils ont un besoin. Ils recherchent des infirmiers. Et moi, je leur dis, bah, moi, d'un seul coup, c'est le coup de cœur dans ce service. On peut prendre le temps avec les patients. J'adore l'équipe. Je me dis, bah, avec grand plaisir. Par contre, moi, je voudrais faire un projet qui est bah, amener de l'hypnose dans les prises en charge. Et là, ils m'ont dit, bah, c'est OK. J'étais un peu abasourdi de comment ça, c'est OK. Bah, montez le Mhm. projet, nous, on vous suit. Tant que vous faites le job qu'on vous demande et que vous pouvez vous dégager du temps pour faire de l'hypnose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Génial. Du coup, tu as monté ton propre projet dans le service ou tu étais quand même en interaction avec les médecins, infirmiers, psychos, Les deux. les deux? Dans un premier temps, il a fallu monter le projet, monter le poste. Donc ça veut dire bah, définir le champ d'action d'un hypnologue. Dans un soin de suite, là j'étais en SSRA, soin de suite et de réadaptation en addictologie. Et comment est-ce qu'on insère cette démarche d'accompagnement hypnotique au cœur bah, finalement de toute cette offre de soins qui est donnée par psychiatre, psycho, infirmier, ergothérapeute, etc. Comment on l'insère alors? Ah, c'est une très bonne question. Je dirais que pour commencer, l'idée, ça a été de présenter qu'est-ce que c'était que l'hypnose et de débusquer bah, les croyances qui restaient et qui sont encore très présentes dans notre milieu. Il y a encore beaucoup de croyances sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose ou qu'est-ce que ce n'est pas. Donc la première chose, ça a été ça. La deuxième chose, pour insérer, eh bien, il a fallu prendre le temps, voir avec chacun où est-ce que l'hypnose pouvait être utile et où est-ce qu'il pouvait y avoir une limite. Parce que finalement, quand on arrive et qu'on a toutes ces idées un peu reçues sur ce que ça peut être l'hypnose, ben, on peut avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va un peu nous prendre nos accompagnements. Ou qui va, bah, en fait, aller taper sur nos frontières de déjà nos outils. Je pense notamment aux accompagnements psychologiques, psychothérapeutiques, etc. Tu parles là des craintes de l'équipe qui Oui, a l'habitude de travailler avec leurs outils, avec leurs moyens, et là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive avec quelque chose de complètement différent. oui, exactement. Et du coup, ce qui a permis vraiment de pouvoir insérer l'hypnose et qui a été très rapidement quand même bien accueilli, au bout de quelques mois, c'était très bien accueilli. C'était vraiment d'utiliser l'hypnose comme un débloqueur, comme juste un levier de changement à un moment donné, dans une situation donnée. C'est-à-dire, si je donne un exemple, ça pourrait être, bah, tiens, quelqu'un qui est un patient qui était alcoolique, qui arrive dans le service et qui, sans alcool, bah, finalement, se retrouve face à toutes ses anxiétés. Ces anxiétés qui étaient minimes avec l'alcool deviennent une anxiété généralisée et qui l'empêche de pouvoir eh bien, participer au groupe de parole. Parce que, par exemple, son anxiété est tellement grande que c'est difficile de prendre cette parole par rapport au groupe, etc. Et bien là, on utilisait l'hypnose pour 3, 4 séances et lui permettre de juste débloquer ce qui lui est problématique et ce qui l'empêchait de pouvoir accéder aux soins. Et grâce à ça, on a pu vraiment déterminer une manière de faire de l'accompagnement hypnotique, vraiment dans ce processus de, bah tiens, comment pouvoir faciliter l'accès aux soins et l'accès aux soins que mes collègues proposaient. Mhm. Donc, c'était vraiment un travail en équipe. Hmm. On t'adressait des personnes. Tu as accompagné des personnes ou fait des interventions avec en individuel, apparemment, en groupe aussi, Uniquement en individuel et ponctuellement. et ponctuellement, à raison de entre 5 et 10 séances par semaine. Mhm. C'est-à-dire Et que, pardon, vas-y. c'est-à-dire qu'en gros, j'avais mon poste d'infirmier, je faisais tout mon job d'infirmier, mes entretiens, etc. Et je me dégageais à chaque fois 1 ou 2 séances le matin et 1 ou 2 séances l'après-midi en fonction. Et tous les jours, eh bien, j'avais mes patients infirmiers puis mes patients hypnose. Ok, génial. Et du coup, il y avait des patients qui ont bénéficié de plusieurs séances d'hypnose réguliers ou c'était des patients où tu faisais une séance d'hypnose et ils étaient suivis par quelqu'un d'autre, Alors, en règle générale, c'était entre 3 et 5 séances par par personne? patient. Ouais.
Et l'idée, c'était de travailler à chaque fois en alliance avec la psychothérapie en cours. Ok, super. Alors pour ceux qui savent pas, en tout cas chez moi, j'imagine que chez toi c'était pareil, les XAPA, c'est plutôt les addictions lourdes. C'est rarement quelqu'un qui vient juste pour arrêter, je sais pas, 3 cigarettes par jour. C'est Mm, plutôt toute addiction confondue, toutes les substances, souvent l'héroïne aussi, la cocaïne, même le jeu, le sexe. On avait un peu de tout. mm, mm. Euh, et là maintenant, tu as ton propre cabinet depuis quelques années et tu fais des accompagnements en addicto toujours. Est-ce que tu peux dire, comment dire, moi perso, en addicto, j'ai travaillé à l'hôpital dans un XAPA pendant 6 ans, j'ai monté une ELSA, une équipe de liaison de soins en Wow. addicto à l'hôpital général. Et j'avais certains outils, mais je trouvais ça assez frustrant. Bon, en dehors des médicaments qu'on peut donner pour certaines addictions, il y a des outils comme la balance décisionnelle qui est très, très, très utile pour mettre la conscience sur pourquoi j'ai un certain comportement, pourquoi j'arrive pas à en sortir, alors qu'il y a une autre partie en moi qui veut bien que j'arrête de fumer du cannabis, par exemple. Mais j'ai trouvé ça très frustrant parce que j'avais l'impression de pouvoir aider jusqu'à un certain point et après de nager. Du coup, maintenant au cabinet, ce que je fais, quand on m'adresse quelqu'un pour l'addicto, en fait, je les réadresse pour l'addicto et moi, je vais aller travailler en dessous en thérapie psychocorporelle les origines. Comment toi, tu travailles? Est-ce que tu vois une différence entre le travail que tu as fait au XAPA avec l'équipe, maintenant où tu as ton propre cabinet, où tu fais tes accompagnements seul, entre guillemets? Hmm. Déjà, je te rejoins à fond, Olivia, sur ce côté frustrant, quelquefois du travail en addicto. Personnellement, moi, c'était une des raisons qui m'a poussé à plutôt aller proposer de l'accompagnement dans mon cabinet plutôt que dans le XAPA. Dans le XAPA où on était, il y avait un moment donné où il y avait tellement de demandes en post-Covid que on n'était pas, déjà on n'avait pas assez de bureaux pour pouvoir accueillir tout le monde et on n'avait pas assez de personnel pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc très rapidement, j'ai envie de dire qu'on a un peu poussé le mur poussé les murs comme on pouvait, raccourci les horaires de consultation pour pouvoir prendre plus de gens, mais pour moi au détriment d'une qualité de soins. Et puis en plus l'addiction c'est une affection chronique, donc c'est pas comme si finalement au bout de 3 consultations la personne elle pouvait directement aller mieux et c'était bon. C'est souvent des accompagnements qui sont sur le long cours. Donc c'est très difficile, je trouve, de pouvoir sentir une file d'attente qui se désengorge, parce que les suivis se terminent, etc. Euh, et donc c'est aussi ça qui m'a poussé. C'est-à-dire que à la fin au XAPA, on pouvait aller faire des consultations qui pouvaient durer qu'une demi-heure. Euh, pour moi qui est plutôt justement dans l'hypnose, dans le prendre le temps, dans le créer de la relation, et utiliser cette relation et ce lien sécure comme levier pour aller explorer peut-être les origines, en tout cas ce qu'il y a dans ce qu'on va appeler le travail de fond. Mais c'est pour ça que je suis parti du coup à mon cabinet. Au cabinet, au tout début, je me suis dit, tiens, en fait, super, je fais ce que je veux, je vais commencer par faire des séances d'1 h 15, 1 h 30. Alors j'en suis revenu de ça. Maintenant, je fais des séances d'1 heure où j'alterne avec de la visio. Ce qui permet d'avoir un suivi régulier où on va faire de la visio à un moment donné, du présentiel. Quelquefois, c'est juste de l'accompagnement, avec de la valorisation, etc., avec plutôt, on va dire, un espace d'accueil de ce qui est en train de se passer. Et puis d'un autre, plutôt une phase qui est vraiment ce travail de fond, utiliser l'hypnose comme un vecteur, un moyen d'aller dans ces états qui nous permettent d'aller explorer finalement tout ce qui soutient l'addiction. Donc la différence, je la verrais surtout là. On va dire que le faire dans mon cabinet, c'est une manière de pouvoir être plus libre dans mes accompagnements. Mhm. Par contre, ce qui me manque, c'est mes collègues. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même ces réunions d'équipe où on allait tous ensemble parler du patient, élaborer sur ses problématiques, se dire tiens, là, il y a tel truc. Ah, ben moi, justement, je suis formé en ça, ça, ça. Ah, mais c'est quoi ça? Ah,
bah ok, bah vas-y, bah tiens, je peux le prendre pour 3 séances. Ok, vas-y, prends-le pour 3 séances. Après, la personne revient, ça va mieux. Et voilà, moi, j'aimerais un jour pouvoir réussir à trouver un juste milieu dans tout ça. À la fois cette liberté d'accompagnement qui dure plus longtemps, et en même temps, ce, euh, ce plaisir que de travailler en équipe, d'être à plusieurs, à réfléchir, à élaborer. Je trouve que c'est un sacré luxe. Carrément. Elle est très belle, cette idée de pluridisciplinarité. J'ai- Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça dans le XAPA à l'époque. Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi et moi, j'avais pas la possibilité de faire de la psychothérapie proprement dite et j'étais pas encore formée en psychocorporel. Mais je, je trouve ça très beau, l'idée d'accompagner une personne à plusieurs et de faire des relais. Et comme tu disais tout à l'heure, mm, par exemple, j'accompagnais une personne et à un moment donné, ça bug. Et ah, je pense à quelqu'un qui pourrait peut-être débloquer juste cette situation et après, on va plus loin. Moi, comment ça se présente des fois? J'accompagne une personne pendant un certain temps, quelques mois, même une année ou deux. Elle disparaît. Mm, Elle mm. a fait un tour. Et à un autre moment donné, elle revient. Des fois, un, deux, 3 ans plus tard. Et c'est pas pareil. Le travail n'est pas pareil. Parce qu'il s'est passé quelque chose au milieu. Et cette personne, elle vient souvent avec une question beaucoup plus précise, avec beaucoup plus d'élan et beaucoup plus de prétitude. La personne, elle est beaucoup plus prête à aller, à plonger plus. C'est très chouette cette idée. Du coup, mais ça t'arrive? Tu as des collègues à qui tu adresses pour travailler ensemble, j'imagine. J'ai des collègues à qui j'adresse, et je te rejoins à fond, moi, je trouve, sur la beauté du suivi d'addicto, des gens qui disparaissent parce que quelque chose a bougé, puis qui reviennent X temps après, et on a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre, Carrément. une autre manière de penser la problématique, et je trouve ça magnifique. Et Ouais. donc oui, pardon, ça part un peu dans tous les sens. Et donc oui, j'envoie à des collègues, enfin je partage avec des collègues, mais qui sont malheureusement tous pas mal bookés. Et j'arrive à peu près à la même limite que celle que je sentais au XAPA. C'est beaucoup de demandes, peu d'offres. Et je trouve que c'est une réalité. Tous mes collègues psychothérapeutes, psychologues, bah, ils sont souvent soit avec beaucoup d'attentes, soit ils prennent plus de nouvelles personnes le temps qu'ils terminent certains suivis. Et donc j'arrive quelquefois un peu à la même difficulté. Mhm. Et puis c'est aussi une question je trouve, de budget. Euh, Tout le monde n'a pas la possibilité financière, en particulier en ce moment, Absolument. pour pouvoir accéder à de la thérapie. Je veux dire, même si on est sur un tarif minimum de 50 euros, il suffit qu'on ait un hypno, un psychologue ou une psychothérapeute ou autre. On est déjà à 100 euros par mois, c'est un budget. Et encore, ça c'est pour les plus petits prix qu'on peut trouver. Directement, si c'est des séances à 70 euros, ça fait 100, 140. Euh, si on est au RSA ou à un SMIC ou même à 1500 euros, c'est énorme en fait. Mhm. Donc ça, c'est une autre question, moi, qui me traverse souvent. Euh, co- Comment faire dans ces cas-là? On a le soin Ça, c'est une, gratuit. ça, c'est une grande question et je pense que je pourrais faire 3 podcasts rien que sur cette question. Parce que autant euh, j'ai aussi cette envie d'offrir les soins à tout le monde qui en ont besoin et souvent, les plus grands besoins sont chez les personnes qui ont le moins de ressources financières, avec des exceptions, mais quand même, rien qu'en regardant Oxapa, il y a un besoin énorme Mm, de soutien, de reconstruction, d'accompagnement. Et en même temps, je me rends compte aussi que les personnes, et je le vois chez moi, hein, quand je dois dépenser de l'argent pour une thérapie pour moi, je m'investis absolument pas pareil si ça fait un peu mal et si c'est gratuit. mm, Donc je suis un peu dans un dilemme là-dedans. mm, mm. Bien Mm, sûr, mm. je te rejoins énormément là-dessus. Euh, je l'ai remarqué vraiment cette différence-là au cabinet. Et c'est marrant, tu vois, là, pour l'instant, là, moi où j'en suis, j'ai imaginé une manière de payer qui est un peu différente, de faire payer qui est un peu différente. Je leur propose, en gros, ils ont un tarif libre pour une séance d'1 heure. C'est un tarif libre entre 50 et 80 euros. Et comme ça, la personne, elle se positionne comme elle veut.
par rapport à ses finances, par rapport à là où elle en est. Et dans cette fourchette-là. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le fait de devoir faire un choix et de devoir donner une valeur à quelque chose. Et je peux remarquer des fois, il y a des gens dans des accompagnements où ça fait genre, ah non, faut que vous me donniez le prix. Et justement, pour ne pas rentrer dans le jeu, pour qu'ils se positionnent, j'aime bien. Ah, c'est super intéressant. Du coup, tu pourrais faire une séance rien que sur... parce que c'est aussi la valeur qu'il se donne. Oui. Combien je suis... Parce que c'est combien je suis prête à investir dans moi, dans ma santé, dans mon mieux-être. Et en même temps, l'argent, c'est tellement connecté à toutes les angoisses existentielles. Donc, rien que cette question, elle est hyper intéressante. Ouais, clairement. Dans la fourchette, là, entre 50 et 80, qu'est-ce que je choisis? Et pourquoi? Et pourquoi? Ouais. C'est ça. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont te donner 80, mais c'est plus pour toi que pour eux. Il y en a d'autres qui vont choisir 50 alors qu'ils pourraient facilement 80. Ah, c'est super intéressant. Puis il y a ceux qui bug. Ceux qui Ouais. bug comme ça, qui restent comme ça. Mais moi, il me faut une moyenne. Je dis, bah, entre 50 et 80, vous trouvez la moyenne. Euh, Si je mets 65, ça va? C'est très très drôle. Ouais, il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là. Ouais, super Mm, intéressant. mm, 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 mm. Pour revenir un peu sur l'addicto, mhm. est-ce que je comprends ça bien, qu'au final, les addictions en hypnose, on ne les traite pas forcément avec d'autres techniques. C'est aussi un accompagnement, la recherche de qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce symptôme addiction, et juste, entre guillemets, avec un outil différent qui est l'hypnose, l'état modifié de conscience, où on peut aller plus facilement dans l'inconscient pour pouvoir débloquer, comprendre des choses. Ou est-ce que dans ton accompagnement avec de l'hypnose, tu as vraiment des outils hypnotiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'un médecin pourrait, un médecin normal pourrait proposer? Mhm. Hmm. Alors, je dirais que vu que j'ai travaillé en addicto, je vais partir sur les mêmes bases et les mêmes grilles de lecture qu'on a actuellement. C'est-à-dire autant le travail sur effectivement la motivation, balance décisionnelle, ces outils-là, que sur la manière de questionner en fonction de là où ils se trouvent dans leur motivation. Je pense notamment à la grille de lecture de Prochaska, Di Clemente. Donc je vais me baser sur ces Tu veux bases-là. juste expliquer rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu les Prochaska, deux ok. décrémentés. Prochaska et Di Clemente, c'est deux psychothérapeutes, me semble-t-il, des années 80-90, qui théorisent une manière de voir l'addiction, une manière de voir l'humain, sa psychologie, dans l'addiction. Et ça va nous permettre de mieux cibler où en est la personne, psychologiquement, et comment est-ce qu'on l'accompagne. Globalement, Prochaska et Di Clemente, ils amènent cette idée que pour toute addiction, on commence par le déni du déni, qu'on va appeler la précontemplation. C'est-à-dire vraiment, c'est le moment donné où on ne se rend même pas compte qu'il y a un problème, ça n'existe pas. Et puis il y a juste le déni, mais c'est un déni qui est plus caché derrière des excuses. On va dire c'est le déni du oui, il y a peut-être un problème, mais quand même, mes copains, ceux du PMU ou ailleurs, ils consomment plus que moi, donc moi, c'est pas si grave. Quelque chose qui se cache derrière. Et en fait, ils vont vraiment élaborer ensemble comment est-ce qu'on passe de ce déni du déni à une prise de conscience qui va amener une décision de soin, une action, une consolidation de ce changement et puis progressivement une sortie. Mais c'est pas tout, parce que Prochaska et Di Clemente amènent ce principe très important en addicto, eh bien, d'incorporer dans ce processus eh bien, l'écart, c'est-à-dire une reconsommation, une sortie de l'objectif, ou une rechute, un retour dans la problématique plus ou moins initiale. Des fois, c'est un retour de la même manière, des fois, c'est retour en pire, des fois, c'est retour en un peu moins. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier où en est la personne pour pouvoir mieux voir qu'est-ce qui peut l'aider à aller. Je pense notamment, par exemple, souvent, un des moments donnés qui est très, très sous-coté ou un peu délaissé pour moi, c'est le moment donné de consolidation. C'est-à-dire que très souvent, en tout cas, moi, je vois dans mes accompagnements, lorsque les personnes décident de venir en consultation, ça y est, ils ont pris la décision, ils rentrent en action, plusieurs séances pour ce travail, ça y est, ça commence à changer. Et là, ils se disent, hop, c'est gagné. J'arrête le suivi, j'arrête tout. Et donc, en fait, la phase de consolidation du changement ne se fait pas. Et donc, très rapidement, paf,
premier choc émotionnel, premier moment donné où peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué à gérer à l'intérieur, et c'est un retour vers l'addiction. Et donc, pour répondre à ta question, j'utilise ces grilles de lecture qui sont partagées au sein de beaucoup de XAPA, de SSRA, etc., différents centres de soins d'addictos, mais en ce que j'appelle insérer, c'est-à-dire vraiment, je vais insérer des outils hypnotiques spécifiquement pour aller travailler le passage d'une étape à une autre. Et à côté de ça, j'utilise aussi plutôt ce qui va être de la psychopédagogie et de la pédagogie sur comment fonctionne l'addiction. L'idée étant de pouvoir permettre aux personnes que j'accompagne d'être plus autonomes sur leur compréhension de leur fonctionnement interne et qu'ils puissent plus facilement, à chaque fois, au fur et à mesure des séances, quand on se revoit un an après, me dire «Ah, je viens de rechuter et j'ai bien vu. Là, aujourd'hui, je rechute parce qu'il y a telle émotion que j'arrive pas du tout à gérer. Et je me souviens d'un truc, vous m'aviez dit que finalement, quand ton addiction, elle est là, elle est peut-être le symptôme de quelque chose qui va pas. Et là, j'arrive pas à identifier c'est quoi, j'ai besoin de votre aide. Mhm. Et là, pour moi, c'est gagné quand quelqu'un me rappelle et qu'on est dans ce genre de processus. Pour moi, c'est exactement ce pourquoi je propose de l'accompagnement. Ok, donc c'est mettre de plus en plus de conscience dans les comportements, dans ce qui se passe à l'intérieur, dans les motivations, dans les moments fragiles. Oui. Ok. Ah, je comprends vachement mieux. Ok. Mm. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal, sachant qu'en hypnose, on travaille sur ces processus inconscients. De se dire que finalement, l'un des leviers de consolidation du changement, c'est la conscientisation. Je trouve que c'est très paradoxal. Ah bon? Tiens, je peux développer. Mais c'est-à-dire, pour moi, il y a cette idée un peu reçue qu'en hypnose, on s'intéresse plus au processus inconscient qu'au conscient. Ah, l'idée reçue, oui. Tu vois. Euh, et du coup, ce que je trouve très paradoxal, c'est finalement d'utiliser l'hypnose pour permettre de euh, mieux comprendre ses fonctionnements internes, donc c'est-à-dire mieux conscientiser, entre guillemets, ce qu'il y a. Et du coup, bah, être plus autonome dans son changement après. Je trouve cette idée intéressante, en tout cas. Je sais pas si paradoxal, c'était le bon mot, mais Le fait d'aller dans l'inconscient pour rendre plus conscient les choses. ouais. Ouais. Oui, mais c'est un peu ce que les gens imaginent, non? Parce que l'hypnose, je me rends compte, là, je reviens de 5 jours de voyage hypnotique où on a plongé dans l'inconscient tous les jours. Et je me rends compte, bon, premièrement, c'est aller dans la conscience, en fait. On dit aller dans l'inconscient, mais dans l'inconscient, il y a toute la vérité, en fait. Et moi, je suis très... j'ai pas encore complètement atterri, je crois que je suis encore un peu en transe, mais j'ai l'impression, parce que moi, je médite beaucoup et je fais beaucoup de travail de conscience, mais dans la conscience ou dans des états méditatifs que je pensais déjà être des états modifiés de conscience, qui est très, très juste, certainement. Mais avec cette technique d'hypnose, j'ai l'impression qu'on plonge beaucoup plus vite et beaucoup plus profond. Et c'est comme si, avec ces outils qui ont l'air de rien, hein, parce que c'est des fois des tournures de phrases ou, enfin, j'ai pas encore tout à fait compris, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de conscience de ce qui est réellement là en moi. Hmm. Ça semble probablement aussi très paradoxe, non? Ça semble aussi... Oui, exactement. Je trouve que c'est génial parce que j'imagine un peu quelqu'un qui nous écoute et qui a jamais testé l'hypnose et qui pourrait se demander un peu, bah, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en m'imaginant à la place de quelqu'un qui nous écoute comme ça me donne super envie d'aller découvrir. Et J'espère que ça donne envie et ça leur donne pas envie de décrocher et de dire, bon, ils sont complètement... ils sont barrés. Non, mais effectivement, pour moi, tu vois, l'hypnose, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que c'est un moyen de sortir de son état de conscience normal, qui est certes fonctionnel, mais qui est quelquefois très limitant. C'est-à-dire que bien souvent, la plupart des gens, et je pense que tout le monde a déjà senti ça, c'est-à-dire que on peut avoir envie de changer quelque chose, en nous, un processus. On voit à peu près d'où ça vient, mais on sent bien que ces informations-là et la volonté ne suffisent pas. Et c'est en ça que je dis que l'hypnose est un facilitateur, parce que l'hypnose nous permet de changer notre manière de, de- d'avoir conscience des choses, et donc de pouvoir un peu regarder les choses sous un autre angle. Ou aussi de permettre à des informations qui sont d'habitude inhibées, c'est-à-dire dont on n'a pas accès, de pouvoir apparaître. Ça donne, ah mais c'est pas seulement pour telle raison
que je consomme aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça, 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 ça et ça. Et en fait, ça dépasse peut-être même mon existence. C'est-à-dire peut-être que c'est aussi quelque chose qui se fait porter par ma famille, qui est systémique. Euh, Par exemple, là, en ce moment, je m'occupe de quelqu'un, euh, une femme qui a 45 ans et qui s'est toujours considérée comme un homme. Là, on travaille la question du genre et pas mal de changements. Et en fait, tous les hommes de sa famille sont alcooliques. Waouh. Tous. Et en fait, plus elle assume sa question du genre, et en fait, plus elle sombre dans l'alcool en même temps. Et en fait, quand elle m'appelle, cette personne-là, elle me dit, en fait, plus j'assume mon côté homme, plus je récupère ce que c'est homme selon ma famille. Et donc, c'est Hmm. associé à alcoolisme. Et je veux pas être cet homme-là. Ah, Et je j'ai trouve des que frissons partout. ouais, ouais, ça m'a passionné, cet accompagnement m'a passionné. On est en pause pour l'instant, on reprend en septembre, mais voilà, je trouve vraiment que l'hypnose, c'est réussir à identifier les portes qui inhibent des choses, des informations, des souvenirs, des émotions. C'est permettre de les ouvrir d'une manière très sécurisée et adaptée. Si jamais c'est trop, hop, on revient. Si c'est Hmm, ok, on hmm. y va. Et plus on y va, plus c'est ok d'ouvrir. Et du coup, on a de nouvelles informations qui arrivent. Et je trouve que c'est une magnifique manière de grandir. Euh, Ouais, Finalement, plus on se connaît, plus on connaît le monde. ouais, et carrément l'univers et comment tout fonctionne. Tu Hmm. dis, en sécurité, on peut ouvrir des portes qui étaient fermées quand on est prêt, et si on n'est pas prêt, ou ça peut se refermer. Euh, c'est si on est dans un cadre sécure, je peux faire confiance à mon propre organisme de, de ne pas ouvrir quelque chose qui n'est pas prêt à être ouvert, j'imagine. Euh, oui et non. C'est-à-dire que je pense que ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de la personne. Euh, je pense notamment, j'ai quelqu'un qui, dès qu'elle est en dehors des états d'hypnose, elle est très très anxieuse en ce moment, dont je m'occupe. Ce qui fait que dès qu'elle pense à ses portes à ouvrir, ça déclenche de l'anxiété, de la peur réactive. Euh, Typiquement, si elle essaie d'ouvrir les portes toute seule, bah, c'est très insécure pour elle. Par contre, avec un accompagnement, avec quelqu'un avec qui il y a de la confiance, il y a un lien de sécurité, et ben ça lui permet de pouvoir activer cette ressource de je me sens ok d'aller explorer ça. Mm, mm. L'état d'hypnose aidant, car il permet vraiment de se détacher de cette anxiété ou de la transformer. Et dans ce cas-là, quand elle est accompagnée par toi, par exemple, il y a ce cadre sécure et où c'est OK pour elle d'ouvrir et de refermer probablement à la fin de la séance pour pouvoir sortir en sécurité. Et justement, vu que à la maison, peut-être toute seule, il n'y a pas ce contexte sécure, j'imagine qu'elle va pas pouvoir ouvrir ou elle va tout de suite refermer parce qu'elle va sentir que je le sens pas ça. Oui, Ouais. effectivement. Mm, Et tu vois, c'est rigolo pour une petite parenthèse. Au début de ma pratique, je faisais des séances à domicile chez les gens. Et c'est Wow. aussi une des raisons du pourquoi j'ai arrêté. C'est que je me suis Ah aperçu que ouais, c'était plus difficile pour les gens de venir s'ouvrir chez eux que lorsqu'on on allait complètement ailleurs, qui venaient me voir au bien cabinet, que c'était eux sûr. qui venaient. C'était pas du tout la même démarche. Je remarquais que je mouillais beaucoup plus la chemise, c'était moi qui faisais beaucoup plus l'effort de. Et en fait, je me souviens avec mon superviseur me questionner là-dessus, il me dit mais regarde en fait, c'est toi qui fais 15 kilomètres pour aller les voir, qui s'installe chez eux, qui repart après, c'est toi qui fais ces efforts-là en fait. Euh, et donc je te rejoins. Pour moi, c'est finalement aussi permettre dans le contexte d'un cabinet ou d'une Mm. consultation, d'avoir cet espace sécure euh, bah, pour aller travailler sur soi. Parce que des fois, c'est insécurisant, ça fait peur, c'est incertain, c'est inconfortable. Et des fois, on a l'impression qu'on n'a pas les épaules. Et du coup, on a peut-être besoin à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Vraiment. Ça, je trouve ça très important. Mm. L'idée de quelqu'un qui croit en nous. Mais c'est très intéressant là, d'aller dans le contexte de la personne. Parce que autant je peux ça trouver intéressant de pouvoir justement mettre en place des nouveaux fonctionnements dans mon contexte habituel chez moi, et autant j'imagine à quel point ça doit être hyper confrontant. Parce que dans mon appart, dans mon univers, en fait, il y a mon ancien fonctionnement qui est partout, qui est partout. Et du coup, m'ouvrir là, et toi, tu viens, tu mets un contexte sécure, mais après, tu repars et je suis, je suis là.
Alors que quand je sors de mon univers, je vais dans ton cabinet et je retrouve là vraiment un espace autre que je peux quitter et entrer et quitter comme je veux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais les deux sont intéressants, mais je peux imaginer que ça peut être très, très confrontant de faire ça dans mon chez-moi. Hmm. Euh, ouais, ça me pose beaucoup de questions. Ça va mettre, tu vois, je me rends compte, les derniers pour qui je fais ça, c'est plutôt les personnes qui sont, parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais là, c'est plutôt une autre partie de mon travail qui est plutôt de l'accompagnement à des examens médicaux, quand il y a beaucoup d'anxiété, qu'il y a des douleurs, qu'il y a... là, je pense récemment, je suis allé intervenir directement au domicile de quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer. Donc là, c'est plutôt des cas exceptionnels de, OK, on vient donner de l'hypnose pour soulager, aider à Waouh. dépasser un soin. Et sinon, en visio, ça marche bien. Mais c'est vrai que là, j'aime aussi beaucoup, quand c'est possible, que c'est pas trop loin le présentiel, je trouve aussi son aspect magique. Le présentiel ou la visio? Le présentiel. Hmm. J'aime beaucoup, je trouve que la visio, avec une bonne connexion, un bon micro, en fait, on y est. Mais c'est vrai que quelquefois, quand quelqu'un est pas bien chez lui, que le lendemain il a un soin anxiogène, je remarque aussi la puissance du contact, en fait. Ouais, carrément. Juste d'une main tendue, deux Hmm, mains qui peuvent hmm. être ensemble, d'une main sur une épaule, à un moment donné qui est un peu plus compliqué. Je trouve que c'est aussi une très belle manière de suggérer qu'on est là et Bah, tout aussi à fait. qu'on croit en l'autre. Et c'est hyper fort, en fait, le geste que tu fais d'aller chez l'autre. Parce que c'est une sacrée attention que tu portes à l'autre. Et l'attention, en fait, c'est le plus grand cadeau qu'on peut donner à qui ou quoi que ce soit. C'est mon attention qui est waouh. Clairement. Hmm. Et tu sais, c'est marrant, ça me fait rebondir justement sur l'addiction. Euh, Moi, j'avais remarqué aussi ce truc, je sais pas toi ce que tu en penses, mais que finalement, quand quelqu'un d'addict vient nous voir, il a essuyé énormément. Il a essuyé énormément d'une image négative que beaucoup de gens ont projetée sur lui. Et ouais. Ah, t'es un alcoolique, t'es ceci, t'es cela. Et puis même quelquefois d'avoir rencontré une violence soignante, c'est-à-dire de soignants qui avaient ces représentations négatives et qui n'ont pas accueilli la personne sans Hmm, jugement. hmm. Et je trouve, enfin, en tout cas, j'ai trouvé dans mon expérience que accueillir quelqu'un, peu importe d'où il vient, c'est-à-dire peu importe aussi sa toxicomanie, sa polytoxicomanie, son addiction, bref, peu importe, et de l'accueillir vraiment simplement comme quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui est en souffrance de ça, et de l'accueillir comme quelqu'un qui viendrait me dire en ce moment je suis anxieux. Eh bien, euh, pour moi, c'est soulageant en soi. C'est déjà commencer à créer cette magie-là et le OK, je suis considéré et non jugé. Ouais, hyper important. Mhm. On me donne aussi des frissons. On partage les frissons même en visio. Oui, même en visio. Hum, Il y a une autre question qui m'est venue. J'ai lu que tu as essayé plusieurs choses et là où tu as, je crois, retrouvé le plus de plaisir à accompagner, c'était en addicto. Tu arrives à dire ce qui t'a touché en addictologie parce que c'est un univers assez particulier. Ouais, c'est vrai que c'est un univers particulier. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui m'ont touché. Je crois qu'on n'arrive pas en addicto par hasard. Je pense on a tous un brin d'histoire, un écho originel. Moi, j'appelle ça un écho originel, c'est-à-dire un pan de notre histoire, de notre famille, où à un moment donné, il y a une situation comme celle-là, et qui crée euh, une sensibilité dans la souffrance que ça peut générer. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a eu surtout un, un parallèle qu'il y a eu dans ma vie qui était, bah, avant, moi, je travaillais plutôt en oncologie. Et à un moment donné, bah, plutôt, c'était des accompagnements qui allaient vers de l'accompagnement à mourir, dans la dignité et dans le meilleur des états possibles pour pouvoir y aller. Et je crois que quand je suis arrivé en addicto, je voyais des gens tout cassés qui pensaient qu'ils allaient mourir alors qu'en fait, ils pouvaient aller mieux. Et je crois que ce parallèle-là m'a mais vraiment soulevé le cœur et m'a fait faire des frissons en mode, en fait, là, je vois que les personnes que je peux accompagner, elles peuvent repartir et pendant un bout de temps. Peut-être ça marchera, entre guillemets, que quelques mois.
peut-être un peu plus, peut-être 1 an, peut-être qu'il faudra d'autres choses. Mais c'était remettre de l'élan de vie et non accompagner à être OK vers la fin de quelque chose. Je crois que j'avais besoin plutôt de me tourner vers cet élan de vie. Et puis personnellement, moi j'ai essuyé longtemps de lourdes addictions, enfin de lourdes addictions, en tout cas des addictions. Je pense notamment à la cigarette, que j'ai traîné pendant de nombreuses années. Euh, et puis des addictions qui sont plus pernicieuses, qu'on voit un peu moins. Je pense aux réseaux, par exemple. Je pense aux écrans, je pense à pas mal de choses comme ça. Et, euh, et ouais, je pense que tout ça m'a vraiment mis dans cette sensibilité particulière euh, et dans cette volonté d'accompagner aussi ces gens, j'aime pas dire ces gens, en tout cas des personnes qui souffrent d'addiction et qui sont d'habitude assez jugées. Et je crois que de le pouvoir donner à un moment donné qui était sans jugement Mhm. et de vraies relations. Et ok, moi, je suis pas garant de votre changement, mais par contre, je suis garant de déployer toutes mes compétences de Jonas, de relationnel, d'hypnose, de communication pour vous. Euh, je crois que ça, c'est. Je pourrais faire ça toute ma vie. C'est marrant, je disais ça à mon meilleur ami hier soir. Je disais, je crois que j'ai trouvé enfin quelque chose que je pourrais faire jusqu'au bout de ma vie. Il m'a dit, ça, c'est sûr. Voilà. Elle est magnifique, ta réponse. Ouais, ça me fait revenir plein de souvenirs de personnes qui ont tellement eu des jugements pendant toute leur vie, souvent depuis la toute petite enfance, avec des gros traumatismes. Et, et c'est souvent un frein d'ailleurs des personnes de consulter parce qu'ils se disent, mais j'ai pas envie d'être jugé encore une fois, j'ai pas envie que quelqu'un me dise, il faut que tu arrêtes ceci et cela. Et de faire ce cadeau que non, juste, tu es une personne et je peux te voir et je peux croire en toi et tu as trouvé ton propre chemin. Rien que ça, c'est énorme en fait, hein. Hmm, Et c'est tellement rare pour certaines personnes, ouais. clairement, clairement. Hmm. C'est pareil, ça me rappelle des souvenirs de soins qui n'avaient rien à voir avec l'addicto, où je bossais en tant qu'infirmier, et quand il y en avait quelqu'un qui était addict, on disait, oh non, il y a encore un crackhead qui arrive. Et ouais, Et avec ce truc dédaigneux de genre, off. Et puis c'était un peu, bon, qui y va? Et en fait, même si cette violence-là, elle n'est pas dite directement au patient, en fait, pour moi, elle influence directement la manière absolument. de relationner avec, de l'accueillir, etc. C'est pas du tout la même chose que, oh, il y a quelqu'un qui a 70 ans qui souffre de ça, il est trop mignon. On va pas arriver avec Mm. la même énergie. Et je trouve que c'est important même si ça nous fait un écho, même si on comprend pas, même si c'est en dehors de notre univers, de réussir à être suffisamment dans ce principe qu'on appelle le tri sur l'autre et la position basse en hypnose, qui est vraiment Mm. cette posture de je ne sais pas ce qui est bon pour toi et je ne sais pas comment tu fonctionnes. Tout ce que je sais, c'est que je sais rien, mais que je vais te donner un espace pour rencontrer qui tu es et comment ça fonctionne ton problème. Ouais. Et là-dessus, je pense qu'on pourrait partir aussi pendant des heures parce que ça pose aussi la question comment moi j'ai pu regarder mes propres blessures, douleurs, comment je me juge. Si moi je suis très jugeante envers moi-même, ça va être probablement difficile de pouvoir accueillir l'autre avec quelque chose qui est trop douloureux pour moi parce que ce que je Mhm. vois dans l'autre, ça touche quelque chose en moi. Mhm. Waouh, Clairement. c'est riche. Merci pour tout ça. Avec grand plaisir. C'est déjà... Mais oui. Waouh! Ça me donne J'ai envie d'en faire l'impression d'autres. que, mais oui, j'ai l'impression qu'on est qu'au début d'un échange. Tu as amené quelque chose pour que les auditeurs puissent expérimenter ton univers. Expérimenter mon univers. Alors, j'ai pensé à deux choses et finalement, je crois que j'ai plutôt laissé ceux qui nous écoutent sur une question, sur une Mhm, réflexion. Euh, et si finalement l'addiction, les addictions en soi, qu'elles soient comportementales ou avec une substance, elles étaient en fait finalement comme le signal d'une partie plus inconsciente de nous. Et au-delà d'être simplement un signal, qu'elles puissent être comme une tentative de solution d'un problème plus sous-jacent. Je me dis que si on commence à regarder les addictions en se posant cette question, euh, de quoi est-ce qu'elles pourraient tenter d'être la solution, alors on aura peut-être une première étape ou un nouveau chapitre à ouvrir pour travailler sur soi
et voir comment, bah, finalement, peut-être qu'il y a des questions plus profondes à aller explorer pour que ce qui nous gêne, le symptôme, pour que l'addiction qui nous gêne, puisse se résoudre d'elle-même. Je crois que j'aime bien partager cette réflexion-là. Puis ça me donne envie d'en faire d'autres, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup. C'était un Avec début grand plaisir. d'hypnose. Je suis rentrée un peu plus dans le trance. Mais prochain Merci, coup. merci, Jonas. Avec grand plaisir. Il y a une question que je pose à tout le monde vers la fin de l'échange. Alors, toi, Jonas, maintenant, l'adulte que tu es, quand tu regardes tout le parcours de ta vie, tous les moments difficiles, tous les moments super heureux, tous les moments touchants, tous les hauts et les bas, tout ce que tu as dû traverser dans ta vie, euh, si tu avais trois apprentissages, sagesse, choses que tu voudrais partager avec le Hmm. monde, ce serait quoi? Hmm. Euh, Waouh. J'adore ta question d'intro et j'adore ta question de conclusion. Déjà, elle me met en... Euh, ok, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça va paraître peut-être un peu étrange, mais je vais le dire comme elles viennent. Une première, ça va être quelque chose que je disais quand j'étais enfant. Et que dès qu'il pleut, c'est l'occasion pour nous d'aller marcher ou de courir sous la pluie. Euh, J'avais cette croyance que la pluie, elle lavait le monde et que c'était l'occasion de se laver de choses qu'on portait. Euh, et c'était un rituel que j'aimais beaucoup faire. Je savais pas que c'était un rituel, mais je le faisais beaucoup enfant. Et voilà, je crois encore que la pluie nous lave et que c'est une belle manière que de pouvoir y aller et juste euh, penser aux choses dont on a envie de se laver. Voilà, donc je le fais encore. Pour ceux qui m'écoutent et qui me connaissent, ils le savent. J'aime beaucoup ça. Première chose. Deuxième chose, ce serait par rapport à la magie. J'ai l'impression qu'on arrive dans un monde où peut-être que quelquefois, à mon regard, ça peut manquer de magie. On a tendance à tout vouloir prouver, vérifier selon des grilles de lecture, etc. Et que du coup, on en perd un peu cet aspect euh, de la magie de ce qu'on ne sait pas, de s'émerveiller, d'être juste waouh face à ce qu'on nous propose ou ce que la vie nous propose. Et je pense qu'une sagesse, ce serait de se dire, et si finalement chaque jour, rien qu'une fois par jour, on essayait de donner un tout petit peu de magie, ou d'observer un peu de magie dans ce monde, je me dis que ça changerait déjà énormément de choses. Rien qu'une, j'en sais rien, une parole touchante au boulanger ou à la boulangère quand on va chercher son pain, euh, un bonjour particulier, un vrai regard de quelqu'un, je sais pas, ça pourrait être mille choses de toucher à cette magie. S'asseoir avec quelqu'un avec un vieil homme qu'on voit tous les jours et qui est assis sur le même banc, et aujourd'hui s'asseoir avec lui, passer 5 minutes à échanger. Euh, je me dis, si tout le monde avait rien qu'une fois par semaine, ça changerait déjà beaucoup de choses. Et une dernière chose, ce serait, euh, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Je crois que cette croyance, elle restera, je l'espère, jusqu'au bout. Oh Voilà. bon, merci, merci, magnifique. La première, elle m'a fait particulièrement sourire parce que j'adore la pluie et quand j'étais petite, dès qu'il pleuvait, je courais dehors et je dansais sous Ah, la pluie. Je le fais moi maintenant. Et moi, j'avais la croyance que la pluie du mois de mai, elle rend grande et belle. J'ai beaucoup dansé sous la pluie du mois de mai. Je suis pas forcément, j'ai pas grandi beaucoup, mais ah ouais, j'adore. on partage cet amour pour la pluie. Merci beaucoup, Jonas. C'était Merci beaucoup, magique. Olivia. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un grand moment de magie avec toi. Merci beaucoup. Si maintenant quelqu'un qui nous écoute ressent cet appel et waouh, se dit, cette personne, elle a l'air magique et j'ai vraiment envie de la rencontrer, travailler avec elle, avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, Déjà, cette personne est bienvenue, mais à partir de septembre. Et
Alors, on peut me trouver soit sur mon site, c'est Que je vais mettre dans Jonas, les show notes. ouais, jonas-hypnose.com, où là, il y a toutes mes informations, mes différents liens sur ce que je fais. Et sinon, sur ma page Facebook, Jonas Philippe, hypnologue. Là, il y a mes infos aussi. C'est essentiellement là-dessus qu'on peut trouver les infos, me contacter. Sachant que tout est mis à jour, on va dire, une fois par trimestre, sur les informations de mon site, sur ce que je fais, sur là où j'en suis dans ma pratique. Super, merci. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que tu es aussi directeur, c'est le bon mot, mais tu animes le centre de formation de l'Arche à Bordeaux Oui, depuis quoi, quelques mois? depuis quelques mois, effectivement, j'ai Ouais. aussi oublié, c'est tellement récent que j'ai oublié. Oui, j'ai la chance de diriger l'antenne bordelaise de l'Arche, donc où on dispense les formations de cycle 1, c'est-à-dire tout ce qui permet de passer de on ne connaît pas l'hypnose à devenir praticien, praticienne en hypnose. Et c'est vraiment un nouveau chapitre qui commence. Là, on est rendu à la moitié du niveau. Ça y est, une première génération de techniciens, techniciennes diplômés. Wow, Et donc là, j'ai félicitations. déjà hâte de les retrouver en septembre pour continuer l'aventure. Donc on peut aussi venir se former avec toi Oui, c'est en possible. hypnose, en magie. Mhm. Hmm. Un énorme merci. Merci pour cet échange. Merci pour la belle personne que tu es et pour tout ce que tu amènes dans ce monde. C'est précieux. Merci beaucoup, Olivia, pour cette invitation et pour ta qualité dans tes questions. J'ai vraiment adoré à ce moment. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi. Bienvenue après cette interview. J'espère que vous êtes aussi inspiré que moi et peut-être vous flottez aussi sur un petit nuage de magie après avoir découvert le monde de Jonas Philippe. Et si ça se trouve, l'écouter vous a donné envie d'aller chercher de plus en plus de magie dans votre vie et qui sait, peut-être aussi de consulter pour mettre en place des changements dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, je serais ravie si vous pouviez le partager et me laisser un commentaire sous cet épisode ou sur Instagram, un avis 5 étoiles. Et bien sûr, vous pouvez aller voir Jonas, je vous mettrai tous les liens en dessous de l'épisode dans les show notes. Si mon travail vous plaît, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois et dans laquelle, cette année, je présente d'autres personnes inspirantes avec des approches intéressantes pour bâtir ma sécurité intérieure. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.